Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Ludovic Meuret, je suis infirmier anesthésiste au CHU de Rennes. Bienvenue au lundi du RAR, le webinaire mensuel du groupe RAR, Recherche en anesthésie et réanimation rennaise. Nous accueillons aujourd'hui la professeure Claire Roger, qui est médecin anesthésiste réanimateur au CHU de Nîmes, et elle va nous parler aujourd'hui de la RFE SPHAR SPILF sur l'antibioprophylaxie. Vous pourrez bien sûr lui poser vos questions après sa présentation, de vive voix ou bien en utilisant le chat. Voilà, donc le temps que tu partages ton écran, Claire, voilà, on va te passer la parole. Et puis, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Vraiment un grand, grand merci. Merci Ludovic et merci au professeur Belleuil pour cette invitation à vous parler de la RFE antibioprophylaxie 2023 et on va se focaliser sur les nouveautés de cette RFE. Donc tout d'abord, je n'ai pas de lien d'intérêt en rapport avec cette présentation. Alors, pour commencer, je vais rappeler des choses élémentaires, mais la question de l'antibioprophylaxie va s'adresser essentiellement aux chirurgies de la classification d'Altemeyer 2, de la chirurgie propre contaminée, et puis une partie de la chirurgie propre et de la chirurgie contaminée. La classification d'Altemeyer se base essentiellement sur le taux d'ISO spontané sans antibiotiques. Pour ce qui est d'une partie des chirurgies contaminées de classe 3 et les chirurgies dites sales, elles ne vont pas être couvertes par la RFE puisqu'il s'agit dans ce cas-là d'antibiothérapie curative. Concernant les classes 1, une partie de ces chirurgies ne va pas nécessiter l'administration d'une antibioprophylaxie et c'est un champ d'épargne antibiotique auquel la RFE 2023 essaye de répondre. Alors, si on s'intéresse maintenant à l'organisation générale de ces recommandations, je vous rappelle, vous le savez, en 2018, il y avait un champ général de ces recommandations qui abordait notamment les modalités d'administration de l'antibioprophylaxie et puis des tableaux de recommandations par différentes spécialités chirurgicales. L'organisation des RFE 2023 n'a pas beaucoup changé. On a toujours un champ 1 sur les recommandations générales qui va aborder certains thèmes qui n'étaient pas présents dans la RFE 2018. On y reviendra par la suite. Et notamment, par exemple, le cas des patients porteurs d'une BLSE au niveau d'un portage rectal. On garde toujours un champ de recommandations par spécialité chirurgicale, mais la différence principale entre ces deux recommandations, c'est que ces recommandations par spécialité ont été établies selon la méthode GRADE pour chaque spécialité, chaque intervention, avec une revue de la littérature existante de 2000 à 2023, ce qui va aboutir à des recommandations avec des niveaux de preuves différents selon justement cette littérature disponible. Et cette approche de méthode GRADE pour chaque intervention chirurgicale, elle n'avait jamais encore été appliquée dans aucune recommandation sur l'antibioprophylaxie au plan international. Alors, si on s'intéresse d'abord au champ général des recommandations, la première question porte sur le délai d'administration de l'antibioprophylaxie. Et vous le savez, ce délai se situait entre 30 et 60 minutes avant l'incision et idéalement avant l'induction de façon décalée des agents anesthésiques. Dans la version 2023, ce délai a été élargi et est maintenant du coup recommandé d'administrer l'antibioprophylaxie par céphalosporine au plus tôt 60 minutes avant et au plus tard juste avant l'incision chirurgicale ou le début de la procédure interventionnelle. Cette recommandation, c'est un grade 1, accord fort, qui repose sur une méta-analyse de Jong et également un essai randomisé contrôlé, publié en 2017, qui avait cherché à évaluer, à comparer deux délais d'administration. L'administration de l'antibioprophylaxie en prépa et l'administration de l'antibioprophylaxie en salle d'intervention, avec des délais médians entre 42 minutes pour le groupe prépa et 16 minutes en médiane pour le groupe en salle d'intervention. Donc, cet essai visait finalement à comparer 0,30 minutes versus 30,75 minutes.
si on regarde les interquartiles, et ce travail ne montrait pas de différence sur la survenue d'ISO, que ce soit des infections profondes ou des infections superficielles, et aucun impact ni sur la mortalité ni sur la durée de séjour. Donc, c'est cet essai qui a amené à élargir la fenêtre d'administration de l'antibioprophylaxie. Une administration trop tardive exposerait à un risque de concentration plasmatique insuffisante au moment de l'incision. Or, on sait que c'est vraiment à ce moment-là qu'il est important d'avoir des concentrations au-dessus des CMI, des germes que l'on vise. Qu'en est-il? Donc ça, c'était pour les céphalosporines. Qu'en est-il de la vancomycine? Pour la vancomycine, vous le savez, il y a des difficultés d'administration. Elle nécessite une planification un petit peu plus méticuleuse, avec la nécessité de l'administrer sur 60 minutes, qui va nécessiter de démarrer cette antibioprophylaxie au plus tôt, j'insiste, au plus tôt 60 minutes avant le début de l'intervention chirurgicale et au plus tard 30 minutes avant. Et là également, l'idée est de ne pas trop anticiper le démarrage de la perfusion de vancomycine, avec un risque au moment de l'incision que les concentrations plasmatiques soient extrêmement basses. Un autre élément qui est rapporté dans la RFE, c'est déjà présent dans la précédente, c'est que cette administration, elle se fait sur 60 minutes. Vous le savez, c'est pour limiter le risque d'histaminolibération, et elle doit se faire à une concentration maximale de 5 mg par millilitre, ce qui peut poser problème chez le patient obèse. On va rapidement atteindre des concentrations plus élevées. Alors ça, c'est pour le délai d'administration. Qu'en est-il de la nécessité de réinjecter l'antibioprophylaxie au cours de l'intervention? Là, encore une fois, c'est un grade 1 avec un accord fort. Il est recommandé de réadministrer une, voire plusieurs doses si vraiment on a une prolongation de la chirurgie. Et les délais de réinjection, ils ont pas changé, parce qu'ils dépendent de la demi-vie des molécules utilisées. On va réinjecter une demi-dose unitaire, et vous voyez que pour certaines molécules, comme par exemple la céfoxytine ou l'amoxicilline acide clavulanique, on va avoir des demi-vies relativement courtes, donc avec des réinjections qui vont être toutes les 2 heures. Pour la céphazoline, on va avoir des réinjections qui sont un petit peu moins rapprochées, puisque la demi-vie est plus longue, et donc plutôt toutes les 4 heures. Et puis certaines molécules ont des très longues demi-vies et ne nécessiteront pas de réinjection au cours de la chirurgie. Alors, quand on parle d'antibioprophylaxie et en termes d'épargne antibiotique et d'amélioration de nos pratiques pour limiter la surconsommation, la notion de durée d'antibioprophylaxie est un élément extrêmement important. Dans la RFE de 2018, la durée préconisée était celle de la période opératoire, parfois 24 heures, et très exceptionnellement au-delà de 48 heures. Dans la version de 2023, c'est là aussi un grade 1 accord fort. Il n'est pas recommandé dans la très grande majorité des cas. Quelques exceptions peuvent être mentionnées dans des tableaux spécifiques, mais il n'est pas recommandé de prolonger l'administration au-delà de la fin de la chirurgie pour diminuer l'incidence des infections du site opératoire. C'est un grade 1 accord fort, car on a sur ce sujet une littérature qui est assez riche. On a 33 méta-analyses, toutes spécialités chirurgicales confondues, qui ont comparé la durée d'antibioprophylaxie de plus de 24 heures versus moins de 24 heures, et on retrouve exactement les mêmes incidences d'infection du site opératoire, que l'on fasse plus de 24 heures ou moins de 24 heures. 14 méta-analyses ont essayé d'affiner, de regarder cette fois-ci et de comparer une administration limitée simplement au opératoire, comparée à une administration de moins de 24 heures. Et là aussi, on retrouve les mêmes résultats en termes d'incidence d'infection du site opératoire. Il y a quelques chirurgies, 2 méta-analyses en chirurgie cardiaque qui vont donner des résultats un petit peu contradictoires. 3 méta-analyses sur 4 en chirurgie orthognathique qui retrouvent un bénéfice en faveur d'une administration plus prolongée de 24-48 heures, qui sont mentionnées dans le tableau de la spécialité, et puis un RCT en chirurgie d'amputation de membre inférieur, qui pourrait être des exceptions.
Mais pour ce qui est en tout cas du tableau de chirurgie cardiaque, la durée a été limitée à la période péropératoire, hors cas exception, patients qui pourraient avoir des facteurs de risque liés au terrain. Une autre question importante qui a amené à un certain nombre de discussions, de réactions, la posologie de l'antibioprophylaxie chez l'obèse. Donc en 2018, les recommandations préconisaient de doubler les posologies pour les IMC supérieurs à 35 et ou, ce qui avait amené à certains questionnements, cette formulation du et ou, des poids supérieurs à 100 kg. Modification majeure dans la RFE de 2023. C'est un grade 2 accord fort. Il n'est plus recommandé. Alors, conditionnel, probablement pas recommandé, qui est lié à la force de la recommandation, d'augmenter la dose unitaire de céphalosporine chez le patient obèse. Les cas particuliers pour lesquels le doublement de la dose se pose sont les IMC extrêmement élevés, donc des IMC supérieurs à 50 kg par mètre carré. Alors pourquoi ce changement de recommandation? On a des études cliniques, on a 5 études cliniques et un grand nombre d'études pharmacocinétiques beaucoup plus focalisé sur la céphazoline que sur les autres molécules, comme la céfoxytine ou la céfuroxime, et que ce soit les études cliniques comme les études pharmacocinétiques ne mettent pas en évidence une diminution de l'incidence des infections du site opératoire avec le doublement de la dose unitaire. Les études pharmacocinétiques elles vont dans le sens également des propriétés physico-chimiques des céphalosporines, qui sont des molécules qui sont hydrophiles et qui donc vont être moins impactées par l'excès de masse grasse retrouvée dans l'obésité comparé à des molécules dites lipophiles. Ces molécules n'ont pas non plus dans leur indication à viser d'aller se diffuser dans un site infectieux qui pourrait être la graisse. Donc finalement, cette limitation liée à leur propriété de diffusion dans le tissu graisseux ne justifie pas d'aller augmenter les posologies chez tout patient obèse. Donc c'est sur ces éléments, à la fois de données cliniques et de données pharmacocinétiques, que la recommandation, je dirais, a fait marche arrière par rapport à ce qui était préconisé en 2018, et encore une fois lié à la méthodologie appliquée, qui était une analyse de la littérature existante sur le sujet. Alors, est-ce que c'est pour toutes les molécules? On l'a vu là pour les céphalosporines. Quid des molécules ou des options alternatives, et notamment chez le patient allergique? Chez le patient allergique, pour la clindamycine, on va préconiser donc une augmentation des posologies de 900 mg entre 30 et 45 d'IMC et de 1200 mg pour les IMC entre 45 et 60. Ça s'explique par les propriétés lipophiles de cette molécule qui vont nécessiter d'augmenter, puisqu'il va y avoir une augmentation du volume de distribution lié à l'excès de masse grasse. Pour ce qui est de la gentamicine, on va faire comme pour les patients de réanimation, se baser sur le poids ajusté. Et puis pour la vancomycine, on reste sur du poids total comme chez le non-obèse. Alors, je profite de cette présentation pour vous parler d'un outil qui est assez intéressant pour le calcul des posologies antibiotiques en situation d'obésité, que ce soit en antibioprophylaxie ou en antibiothérapie, qui a été développé par la SPILF, qui est gratuit et qui s'appelle ABX-BMI et qui permet d'aider au choix optimal des posologies d'antibiotiques pour ces malades-là. La dernière situation particulière dans les recos générales concernait les patients qui avaient un portage rectal à entérobactéries BLSE. Est-ce que ce portage justifie de modifier l'antibioprophylaxie pour nos patients? Alors, il y avait un premier travail avec des recommandations européennes de l'ECMI qui s'était intéressé à ce sujet. Et ces recommandations préconisaient de faire du coup un dépistage et de modifier l'antibioprophylaxie pour deux situations particulières, la chirurgie colorectale et les patients transplantés hépatiques. Qu'en est-il de la RFE 2023? Les experts, vous voyez que les données dans la littérature restent quand même relativement limitées,
d'où l'avis d'experts. Pour les centres où la prévalence de colonisation à Enterobactéries BLSE est élevée, c'est-à-dire un seuil de 10%. Ce seuil de 10%, c'est le seuil que retient l'OMS pour parler d'incidence élevée. Dans ces centres, les experts suggèrent de faire un dépistage de cette colonisation rectale dans le mois qui va précéder la chirurgie et vont préconiser de tenir compte de ce portage positif à Enterobactéries BLSE pour modifier l'antibioprophylaxie. Les experts suggèrent de choisir la molécule ciblée sur des données d'antibiogramme réalisées lors du dépistage. Dans les molécules les plus étudiées dans ce contexte, on a l'ertapenem qui est une des molécules qui a été largement étudiée, mais dans l'idée d'une épargne de carbapénem, d'autres alternatives sont possibles comme la céfoxytine, la piperacine, tazobactam, voire l'amoxicilline acéclavulanique, selon l'écologie de chacun. Et donc, ce qui est préconisé, c'est de prendre une décision en multidisciplinaire avec l'équipe et notamment les infectiologues. Alors, une situation qui n'a pas été totalement couverte par la RFE, c'est celle du patient allergique. Je vous en dis deux mots et puis aussi pour expliquer pourquoi la question du patient allergique n'a pas été autant développée dans les recommandations générales. Mais c'est parce qu'il va y avoir une RFE, SFAR, Société française d'allergologie, qui est en cours et qui viendra apporter beaucoup d'éléments de réponse pour ces malades-là. Puisque ce que l'on sait, c'est que utiliser une alternative aux céphalosporines de première ou deuxième génération est systématiquement associé dans la littérature à une incidence d'ISO plus élevée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vraiment aller évaluer ces patients, leur proposer quand c'est possible des consultations d'allergologie pour bien définir leur risque d'allergie et également le type de molécules qui pourront être utilisées chez ces patients, puisque le risque d'allergie croisée n'est pas le même selon le type de céphalosporine que l'on va préconiser. Dans l'intervalle de la sortie de ces RFE, ce que l'on sait, c'est qu'il y a des outils qui peuvent nous aider, comme des scores prédictifs. Et je vous montre ici un score, celui de l'étude PenFast, qui va permettre derrière d'évaluer ce risque allergique chez des patients qui pourraient porter à tort une étiquette d'allergie à la pénicilline. Et vous voyez que des critères assez classiques qui vont revenir de la durée entre la survenue de la réaction et le moment de la consultation, la gravité des symptômes observés et puis le traitement qui a été nécessaire pour cette réaction allergique, pour évaluer la probabilité du risque d'allergie à la pénicilline. Mais encore une fois, il va y avoir plusieurs travaux qui sont en cours qui vont venir nous aider à mieux screener pour ces patients. Le message général sur les RFE de 2023, c'est que dans les molécules proposées, la clindamycine, je vous ai résumé ici sur ce tableau pour chaque type de chirurgie, les molécules de première intention en cas d'allergie. Et globalement, dans la majorité des chirurgies, on va privilégier la clindamycine à la vancomycine, puisqu'on en connaît les difficultés d'optimisation de l'administration de cette molécule en préopératoire. Donc, globalement, la clindamycine, plus ou moins associée à de l'Agenta pour les indications d'Augmentin, va être la molécule de choix. Il reste quelques chirurgies pour lesquelles la couverture de la vancomycine et notamment de staph métier résistant, comme pour la chirurgie cardiaque et vasculaire par exemple, la chirurgie thoracique, où la vancomycine va rester la molécule de première intention. Donc ça, c'était pour la considération des patients allergiques. Maintenant, pour ce qui est de chaque tableau et de chaque spécialité chirurgicale, avant de faire un petit peu le focus sur ce qui a changé, je vous rappelle brièvement pour les céphalosporines, leur spectre d'activité qui va un petit peu expliquer le choix de certaines molécules par rapport à d'autres. Globalement, la céfazoline, donc c'est une céphalosporine de première génération, elle va avoir un bon spectre sur les coccygram plus et notamment sur le staph méties, sur les streptocoques, une petite activité sur les entérobactéries
dite communautaire, et puis une activité très à la marge sur les anaérobies. Les céphalosporines de deuxième génération, comme le céfuroxime et le céfamandol, vont avoir un spectre un petit peu plus large sur les entérobactéries, comparé aux céphalosporines de première génération. Et puis, la céfoxytine, dans la classe des C2G, va avoir donc là aussi un spectre un petit peu plus important sur les entérobactéries, mais surtout une activité sur certaines souches de BLSE et une activité sur les anaérobies qui va être un peu plus importante. Donc, ce qui va expliquer un petit peu des choix différents selon les abords chirurgicaux utilisés. Les messages généraux qui me semblaient aussi importants à vous rappeler dans cette présentation concernant les différentes disciplines, c'est que globalement, il a été fait le choix de privilégier la céfazoline par rapport à d'autres molécules comme le céfamandol qui finalement n'apportaient pas de bénéfices importants en termes de spectre. Et donc, pour épargner un petit peu plus certaines entérobactéries, donc la céfazoline a été mise globalement en avant. Le deuxième message, c'est que les différents types de chirurgie ont été largement détaillés dans cette nouvelle version des recommandations qui explique qu'on a des tableaux qui sont beaucoup plus longs. L'idée était ici de limiter un petit peu les interprétations et de couvrir le plus d'interventions possibles pour aider le choix de la molécule d'antibioprophylaxie lors des consultations, avec éventuellement une réadaptation en fonction de la chirurgie qui sera réellement réalisée. L'autre élément, et je vous l'ai dit en introduction, c'est que le choix de l'antibioprophylaxie et de sa molécule, dans la mesure du possible, était basé sur de l'evidence-based medicine. Et à défaut, quand la littérature était très pauvre ou inexistante, il a été pris le parti de faire des avis d'experts pour malgré tout recommander un schéma d'antibioprophylaxie, même si la littérature était pauvre. Et après l'analyse de toute la littérature sur le sujet de l'antibioprophylaxie, eh bien, ça laisse un large champ d'investigation pour la recherche, car la littérature reste relativement pauvre dans un certain nombre de domaines, ce qui explique le grand nombre d'avis d'experts formulés dans cette RFE. Enfin, le dernier message important, c'est notamment lié à ces avis d'experts, ces recommandations, s'il y a des particularités épidémiologiques locales avec des incidences plus élevées de certaines bactéries, notamment de bactéries résistantes, les protocoles locaux d'antibioprophylaxie peuvent dans ce cas s'éloigner ou diverger en tout cas de la RFE antibioprophylaxie 2023. Mais elle doit être justifiée par une écologie bactérienne propre et elles doivent être toujours faites après réflexion, justification pluridisciplinaire quand on s'écarte au niveau local. Et bien sûr, ça c'est essentiellement pour les avis d'experts et non pas pour les recommandations pour lesquelles il y a de la littérature avec des grades relativement élevés. Donc, si maintenant on se focalise un petit peu sur les différentes spécialités, j'ai fait un focus sur les chirurgies pour lesquelles il y avait vraiment quelques changements importants. Pour la partie 1 sur la neurochirurgie, il n'y avait pas de changement majeur. Pour la partie 2, la chirurgie ORL, maxillofaciale et ophtalmo, il y a certaines chirurgies qui n'étaient pas détaillées dans la version antérieure, comme les implants cochléaires. Mais surtout, et ça c'est un champ d'action important, c'est celui de limiter la durée de l'antibioprophylaxie à la période péropératoire ou au maximum 24 heures, notamment dans la traumatologie maxillofaciale où il y a beaucoup d'excès, souvent de durée d'antibioprophylaxie prolongée dans ce contexte. Donc là encore une fois, c'est du grade 2 qui encourage à limiter la durée en chirurgie ORL à 24 heures. Pour ce qui est de la partie 3, qui était sur la chirurgie cardiaque et vasculaire, sur la chirurgie cardiaque et vasculaire, pas de grands changements majeurs. Là encore une fois, des interventions qui ont été plus détaillées, plus précisées. Il y a deux changements pour lesquels on nécessite un petit peu on va dire d'explication, notamment en cardiologie structurelle sur les poses de TAVI, où la molécule préconisée est l'amoxicilline acide clavulanique, également dans les mitraclap, ou en alternative l'association de deux bêta-lactamines, céfazoline et l'amoxicilline.
il y a des données, alors certes limitées, mais des données dans la littérature qui montrent qu'il y a la nécessité de couvrir à la fois le Staphylococcus aureus métiès, mais également l'entérocoque, et notamment l'entérocoque fécalis, qui va justifier de ce recours à l'augmentin ou à l'association céphazo-amox pour couvrir ces germes qui ont été retrouvés comme bactéries impliquées dans des infections du site opératoire. Et puis pour tout ce qui est implantation, stimulateur, défibrillateur, une indication à la céphazoline en antibioprophylaxie. Pour ce qui est de la chirurgie thoracique ou de la chirurgie plastique, également l'introduction de chirurgie comme la chirurgie d'affirmation de genre, encore une fois, c'était l'idée de couvrir au maximum les différentes chirurgies qui existent. Elles se basent donc sur les données de la littérature, mais il n'y a pas de changement majeur par rapport à 2018 ou des chirurgies qui n'étaient pas existantes en 2018. Pour ce qui est de la partie chirurgie gynécologique et obstétrique, on voit par rapport à 2018 un peu plus du coup de détails pour l'hystérectomie notamment selon la voie d'abord. Et donc, dans cette RFE, l'idée était de couvrir, et notamment de couvrir des germes comme les entérobactéries ou la flore anaérobie vaginale selon la voie d'abord. Et c'est ce qui justifie la recommandation de céfoxytine pour les hystérectomies par voie vaginale ou quand il y a du coup une atteinte de la solution de continuité, comme dans les hystérectomies totales, où c'est la céfoxytine qui va être recommandée, alors que dans les hystérectomies subtotales, on va préconiser la céfazoline, qui, comme je vous le disais, a un spectre moins important sur les anaérobies et les entérobactéries. Les autres modifications dans cette partie numéro 6, c'est l'indication à la céfazoline pour tout ce qui est geste intra-utérin et délivrance artificielle, révision utérine. Pour ce qui est de la chirurgie obstétrique, pas de changement pour la césarienne avec, malgré tout, l'idée que l'injection doit se faire, si possible, du coup, avant l'incision. Donc, des détails un peu plus importants avec, encore une fois, des choix de molécules basés sur la voie d'abord, ce qui change un petit peu de la version de 2018. La partie pour laquelle il y a eu un certain nombre de changements et de discussions, c'est la chirurgie orthopédique et traumatologique. L'idée de finalement faire un découpage selon le membre supérieur, le membre inférieur et puis le rachis, l'idée était que le niveau de recommandation pouvait varier en fonction du type d'articulation. Donc, globalement, sur le membre supérieur, les changements principaux, bah, ça va être pour l'épaule l'absence de changement de molécules antibiotiques pour les reprises non septiques. Les reprises septiques dépendent de l'antibiothérapie. Donc, pour les reprises non septiques prothétiques, qu'elles soient précoces ou tardives, indication à la céfazoline et pas de changer de classe de molécules. Il y a une petite précision sur la prothèse totale d'épaule pour ce qui est du patient allergique ou pour cette situation particulière, la seule en orthopédie, la vancomycine va être privilégiée par rapport à la clindamycine. Pour toutes les autres situations et interventions, c'est la clindamycine qui est à privilégier, mais dans la prothèse d'épaule, il y a une incidence élevée de résistance à la clindamycine parmi les souches de Cutibacterium acnes qui peuvent être responsables d'infections dans cette chirurgie. Et donc, c'est la raison pour laquelle la vancomycine a été mise ici en avant. Pour ce qui est de la main, les changements et avec un niveau de preuve relativement élevé, parce qu'il y a de la littérature assez abondante sur le sujet. Pour ce qui est de la main, que ce soit les plaies de la main non souillées, y compris pour les plaies articulaires, il n'y a pas d'indication à l'antibioprophylaxie, de même que pour les fractures ouvertes et les traumas de la dernière phalange, qui sont moins à risque d'infection que les autres fractures situées dans d'autres articulations éventuelles ou d'autres sites. Donc, c'est vraiment propre à la main.
Pour ce qui est du membre inférieur, là aussi, pas de nécessité de modifier la molécule d'antibioprophylaxie pour les reprises non septiques, prothétiques. Pour ce qui est de la ligamentoplastie, qui donc est une des modifications qui sera apportée dans la prochaine version de la RFE, pour la ligamentoplastie, quand il y a utilisation de matériel comme des vis d'interférence, indication à une antibioprophylaxie par la céphaloline, et pour les plasties ligamentaires sans matériel, pas d'indication à l'antibioprophylaxie. Ça reste donc un avis d'expert. Et un élément qui a été précisé et notamment sur la demande des chirurgiens orthopédistes qui faisaient partie des experts, c'est de ne pas considérer comme matériel tout ce qui était encre et suture. Pour le rachis, la modification principale est du coup là aussi que sur les reprises de matériel, il n'y aura pas d'indication à modifier la molécule d'antibioprophylaxie, et donc c'est la céphaloline, avec là une astérisque qui mentionne que dans certains centres, l'épidémiologie locale peut justifier d'avoir du coup recours à une molécule plus large spectre, et qui, là encore une fois, doit être validé en multidisciplinaire dans chaque centre. Pour ce qui est de la chirurgie du rachis sans pose de matériel, la littérature n'est pas en faveur de l'administration d'une antibioprophylaxie de même façon pour les amos. Enfin, une dernière chirurgie pour laquelle il y a eu des modifications assez importantes dans la RFE, c'est la chirurgie digestive et bariatrique, avec le retour de l'indication de la décontamination digestive sélective, et avec notamment en chirurgie colorectale. Donc, je vous rappelle qu'en 2018 était préconisé de faire de la décontamination digestive sélective avec de la néomycine et de l'érythromycine, mais pour des raisons de difficulté de mise en application pratique, cette recommandation n'avait pas été implémentée dans la pratique. En 2023, le schéma d'antibioprophylaxie préconisé en chirurgie colorectale et l'administration la veille au soir, en plus de l'antibioprophylaxie péropératoire, de tobramycine par voie orale associée au métronidazole. Alors, pour ce qui est, et c'est du grade 1, pour ce qui est en tout cas de l'indication à donner ces molécules en la veille au soir, pardon, en préopératoire. Les difficultés anticipées ou en tout cas attendues, c'est le fait que l'utilisation notamment de la tobramycine se fait par voie orale hors AMM. C'est la forme IV qui est utilisée par voie orale, ce qui du coup peut poser quelques soucis sur le plan pratique. Et pour essayer de faciliter l'implémentation de cette recommandation, il y a des ordonnances types qui sont proposées sur le site de l'ASPAR. Dans les nécessités, il y a la nécessité également de vérifier l'absence d'allergies aux sulfites qui sont contenues dans ces solutions, et notamment pour la tobramycine. Donc en plus de vérifier les allergies aux antibiotiques comme la tobra, il faut vérifier l'absence d'allergie aux sulfites. Et puis enfin, comme cette prise en charge, on va dire, doit faire l'objet normalement d'une entente préalable par la CPAM, là aussi, ça peut engendrer quelques difficultés sur le terrain. Et donc, pour avoir un ordre d'idée, le coût de cette stratégie est de l'ordre de 6 euros, qui peuvent malgré tout rester à la charge du patient et dont il doit être informé. Ces recommandations, elles s'appuient sur des données de la littérature récente, bien conduite, avec notamment cet essai mené par le professeur Futier, qui était un essai randomisé contrôlé dans 11 centres français, plus de 900 patients randomisés pour recevoir 1 gramme d'ornidazole versus placebo 12 heures avant la chirurgie, associé le jour de la chirurgie à une antibioprophylaxie par céfoxytine. Quand on regarde les résultats sur les critères de jugement principaux, il y avait une réduction significative des infections du site opératoire dans le groupe qui avait reçu du coup cette stratégie
d'antibiotiques orales la veille de la chirurgie. Et on avait également, du coup, une réduction des complications infectieuses et notamment de la survenue de sepsis ou de choc septique. Donc, une méthodologie bien conduite et des résultats positifs sur des critères cliniques pertinents. Il y avait une analyse en sous-groupe qui avait déjà été prévue dans cette RCT. Il y a un élément qui est important, c'est dans le groupe avec préparation du coup colique au préalable, c'est essentiellement dans ce groupe-là qu'on retrouvait le bénéfice à cette stratégie d'antibioprophylaxie orale la veille de l'intervention. Donc, c'est certainement l'association de ces deux approches qui permet de réduire significativement l'incidence des infections, du site opératoire, mais également la survenue de sepsis ou de choc septique dans ces chirurgies. Il y a un autre travail qui avait été publié en 2019 qui allait aussi dans le sens d'une préparation orale, d'une décontamination digestive sélective avant chirurgie colorectale, avec cette fois-ci des molécules largement utilisées, en tout cas en réanimation pour la décontamination, comme l'association de l'amphobé, de la coïstine et de la tobra. Et là aussi, il y avait du coup des résultats qui étaient en faveur notamment de cette stratégie sur la survenue de complications infectieuses, comprenant notamment les lâchages d'anastomose. Donc, des essais randomisés contrôlés bien conduits qui vont appuyer cette recommandation. Deuxième chirurgie pour lequel il y a un changement d'antibioprophylaxie en chirurgie digestive important, c'est les indications pour les DPC ou les DPT quand il y a un antécédent de drainage biliaire ou de sphinctérotomie en préopératoire, donc un geste sur les voies biliaires qui va nécessiter l'administration d'une antibioprophylaxie large spectre à base de piperacilline tazobactam. Là aussi, cette recommandation, c'est du grade 2. Elle se base notamment sur 7 essais randomisés contrôlés publiés récemment qui avaient comparé la céfoxytine, la piperacilline, tazobactam en antibioprophylaxie sur des chirurgies de DPC et plus de 80% de drainage des voies biliaires associés dans ce travail. Et ils retrouvaient là aussi une réduction significative de la survenue d'ISO en post-opératoire à 30 jours. Donc là aussi, des niveaux de preuve très élevés. Enfin, pour terminer, en chirurgie urologique, quelques modifications, notamment sur du coup les biopsies de prostate pour essayer d'épargner un peu les fluoroquinolones, avec là encore une distinction selon la voie d'abord, l'absence d'indication d'une antibioprophylaxie en transpérinéale et le recours à la phosphomycine per os qui diffuse extrêmement bien dans la prostate 2 heures avant le geste. Pour ce qui est des autres chirurgies comme la cure du prolapsus ou la cystectomie, eh bien, finalement, l'indication de l'augmentin va disparaître au profit de molécules qui vont avoir une meilleure diffusion, comme la céfazoline pour le cure de prolapsus et puis la céfoxytine dans les chirurgies de cystectomie pour aller essayer de couvrir un petit peu plus sur les entérobactéries et également sur les anaérobies quand il y a un geste de reconstruction. Donc, pour synthétiser un petit peu ces nouvelles recommandations 2023 qui ont été faites sous l'égide de l'ASFAR, de la SPILF, mais aussi d'un grand nombre de sociétés savantes impliquées. Globalement, les principaux changements, c'est un délai d'injection d'antibioprophylaxie entre 1 heure avant et au minimum juste avant l'incision chirurgicale, une administration qui doit être limitée au maximum à la durée de la chirurgie, sauf s'il y a une indication, mais cette fois-ci, on est en antibiothérapie curative. La céfazoline est largement privilégiée sur les C2G, et notamment sur le céfamandol et sulfuroxime. Les posologies n'ont pas à être majorées chez l'obèse, sauf en cas d'IMC supérieur à 50. Pour ce qui est de l'allergie, il y a encore une fois, je répète, des RFE qui vont venir, mais en tout cas, c'est très important de tester les patients en amont. Et si on ne peut pas les tester en amont et qu'il y a véritablement une allergie, la clindamycine doit être privilégiée par rapport à la vancomycine. Et puis, cette RFE, elle vise à vraiment détailler au maximum les différentes interventions chirurgicales afin de couvrir le plus de situations possibles. Et les modifications majeures engendrées par ces recommandations qui sont basées
sur la littérature et l'evidence-based medicine, bah, finalement, on voit qu'elle reste relativement limitée. C'est surtout en chirurgie digestive qu'on a eu le plus de données récemment. Ça encourage à mener d'autres projets de recherche sur cette thématique de l'antibioprophylaxie. Puis enfin, il y a une version 1.4 qui va être prochainement publiée après les réajustements avec les différentes sociétés savantes avec lesquelles on a collaboré sur cette RFE. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Claire. Donc déjà, je voulais à nouveau te remercier de ta présence ici, parce qu'on sait que vous êtes énormément sollicité par votre métier, puis en tant qu'expert aussi, parce que tu faisais aussi partie des experts, hein, des nombreux experts qui ont participé à l'élaboration de cette RFE, qui était vraiment attendue, même si la précédente datait d'il y a peu de temps. En fait, c'est assez... Première question, peut-être, c'est vrai que 5 ans entre deux recommandations, c'est relativement court. Il y a des domaines comme l'hémodynamique ou le respiratoire où on va attendre 10 ans, on va peut-être en avoir deux. Donc, qu'est-ce qui explique là qu'on a eu besoin d'en refaire une si tôt après la précédente et pourquoi est-ce elle a vraiment gonflé en fait en volume? Est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu pourquoi? Oui, alors cette RFE, elle arrive seulement 5 ans après la dernière version. Encore une fois, c'est lié à la démarche qui a été appliquée dans cette RFE. L'idée était vraiment de faire l'analyse de la littérature disponible pour pouvoir recommander des schémas qui s'appuyaient sur un niveau de preuve qu'on espérait plus élevé, hein, c'est certain. Mais l'idée, c'était vraiment, et ça n'avait jamais été encore une fois fait auparavant, donc pour que ce soit que l'avis d'experts qui se réunissent, mais de pouvoir faire l'état des lieux, je dirais, de la littérature sur le sujet, puis éventuellement porter des projets futurs pour répondre un petit peu plus définitivement sur certaines problématiques soulevées avec cette RFE. Et l'idée des différentes chirurgies, l'idée, c'était de laisser vraiment le moins de place possible à l'interprétation sur des intitulés qui pouvaient être parfois un petit peu vagues et également dans l'idée de pouvoir associer finalement les codes CCAM des interventions à une préconisation d'une molécule d'antibioprophylaxie pour que tous les champs toutes les interventions soient balayées par cette recommandation, d'où effectivement des tableaux assez extensifs, mais qui permettent finalement d'avoir une molécule quasiment par intervention. Il y aura forcément quelques trous dans le spectre, mais Ouais, parce qu'on c'était voit, l'idée. par exemple, que la transplantation hépatique, bah, il n'y avait pas de recommandation dans la dernière en 2018, alors que c'est une intervention qui est relativement fréquente, qui est pratiquée depuis longtemps, et il y a aussi des chirurgies qui sont peut-être alors pas apparues, parce que je pense qu'elles étaient déjà pratiquées avant, mais des chirurgies un peu nouvelles, hein, liées à des changements sociétaux, comme l'affirmation de genre, hein, qui ont pu participer aussi au fait qu'il faille avoir des tableaux un peu plus longs, aussi sans doute. Ok. Oui, tout Bon, à fait. pour des choses très, très, très pratiques. Donc, on peut dire que si on prend l'antibrophylaxie, donc pour le délai d'injection, donc on sait plutôt, elle nous montre plutôt qu'il faut éviter de faire trop tôt, c'est ça? C'est ça. Voilà. C'est ça, de pas trop anticiper parce que le risque effectivement c'est d'être sous-dosé du coup au moment de l'incision. Donc finalement ça a un petit peu élargi la fenêtre d'administration. On avait aussi cette crainte aussi parfois au bloc opératoire d'injecter trop tard, juste avant l'incision. Est-ce que la littérature nous dit qu'en fait, au mieux être un peu plus près de l'induction que de l'incision, pardon, que d'être trop tôt. C'est ça. On est d'accord. C'est exactement le message qui est véhiculé, c'est effectivement, au-delà de 60 minutes par rapport à l'incision, on a un risque relatif qui est nettement augmenté et on va dire jusqu'à l'incision, ce risque reste relativement limité. Après, bien entendu, l'idéal, c'est que ça reste quand même d'être dans cette fenêtre-là et d'essayer de bien se coordonner, ce qui est toujours le plus simple, de bien se coordonner entre l'administration de l'antibioprophylaxie et l'incision chirurgicale. Pour ce qui s'agit des réinjections péropératoires, peu de changements. Non, peu Voilà. de changements, puisque finalement, en fait, c'est la demi-vie de la molécule qui va imposer le rythme. Et donc, pour ça, c'était déjà pris en compte lors de la dernière RFE. Donc, il n'y a pas de changement majeur de ce côté-là. En revanche, un changement majeur sur la durée de prescription, voilà, qui semble, voilà, je te laisse
le Oui, réexpliquer? la durée de l'antibioprophylaxie dans certaines chirurgies finalement dépassait une antibioprophylaxie et on allait plutôt vers des durées d'antibiothérapie. Or, là encore une fois, hein, il y a beaucoup de données, beaucoup de méta-analyses, et globalement, elles vont toutes dans le même sens, d'une durée limitée à la période finalement périopératoire. Il n'y a pas de justification, en dehors peut-être des quelques exceptions que j'ai mentionnées, qui restent du cas exceptionnel, à aller prolonger en post-opératoire l'indication de ces antibiotiques. Une question aussi, toujours en rappel, puisque tu en as parlé, tu l'as très bien expliqué, des changements pour ce qui concerne l'antibioprophylaxie chez l'obèse aussi. Peux-tu nous en dire plus? Oui, alors ça, je pense qu'il y a eu beaucoup de questions qui ont émergé suite à ce changement. Encore une fois, peut-être que du coup, des études futures s'intéressant et notamment s'intéressant aux super obèses viendront peut-être modifier un petit peu du coup les recommandations. Mais si on se base sur la littérature disponible et elle est existante, que ce soit des études cliniques et aussi des études pharmacocinétiques, finalement, le fait de doubler les doses et finalement d'avoir des concentrations plasmatiques beaucoup plus élevées ne vont pas diminuer l'incidence des complications. Et la discussion peut être autour, dans certains cas particuliers, de réinjections plus fréquentes, mais c'est pas le fait de doubler les posologies qui permet, et notamment on a aussi des travaux en chirurgie orthopédique avec plus de 17 000 patients qui montrent aucun effet sur la réduction de l'incidence des ISO avec des doses doublées chez l'obèse. Une question sur en orthopédie, fracture ouverte. Nous, on était un petit peu quand on voulait faire simple, c'était c'est ouvert, on fait de l'augmentin, c'est fermé, pas besoin de faire de l'augmentin. Ça a changé aussi un petit peu, c'est un peu plus précis que ça maintenant. Alors sur la traumatologie, finalement le changement principal, il a été surtout sur la la classification du coup utilisée. On est passé d'une classification franco-française, la classification, je vous montre ici la, la distinction entre les deux. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Avec en fait la classification ici de Cauchois qui du coup est une classification qui n'était utilisée qu'en France et donc le choix était de basculer plutôt sur la classification de Gustilo Anderson qui du coup a quand même certaines similarités, comme vous pouvez le voir là, qui va dépendre bien sûr de la taille de la plaie, des lésions tissulaires et des lésions associées, et de la possibilité ou non d'une couverture cutanée. Donc finalement, c'est surtout ce changement qui a été fait, et pour le Gustilo 1, c'est l'indication de céphazéine, pour le Gustilo 2 et 3, c'est l'indication à l'augmentin. Alors, ce qui est quand même important à prendre en considération, et notamment dans cette classification de Gustilo, c'est qu'il y a aussi toutes les constatations péropératoires qui vont être aussi, et donc ça c'est une discussion avec le chirurgien pour avoir la classification la plus exacte possible par rapport à ces fractures. Ok, merci. Je voulais te demander également, c'était une petite précision, mais tu le dis hein, dans ta présentation, mais je ne suis pas sûr que tout le monde soit au courant. En tout cas, moi, je ne savais pas forcément au début de carrière. Pourquoi est-ce que parfois, eh ben, les recommandations d'une RFE ne sont pas supérieures aux recommandations locales, antibioprophylaxie par exemple, pour un hôpital donné? C'est quoi la raison? Alors, on sait que du coup, on peut avoir du coup des recrutements un petit peu différents de patients, avec des patients qui peuvent avoir un terrain particulier, qui peuvent être des patients immunodéprimés, ou y avoir une prévalence de résistance bactérienne qui peut fluctuer d'un centre à l'autre. Et donc, pour cette raison-là, il peut y avoir des adaptations du protocole d'antibioprophylaxie, mais qui doit rester une concertation pluridisciplinaire avec du coup les pharmaciens, les infectiologues, les microbiologistes pour définir une antibioprophylaxie ciblée sur du coup les germes qui sont les plus fréquemment retrouvés dans les infections de site opératoire. Et donc c'est pour ça que, et d'autant plus quand il n'y a pas de littérature avec un niveau de preuve très élevé,
on peut un petit peu différer de ces recommandations-là. Mais encore une fois, ça doit être pleinement justifié Et donc, à la sur marge. une écologie, Ouais. à la marge. Ouais. Une question aussi sur les. Voilà, c'est une question qui a été certainement fait débat dans les salles de pause des blocs opératoires de toute la France sur la chirurgie colorectale, l'antibioprophylaxie, avec une recommandation de débuter l'antibioprophylaxie la veille de l'intervention, avec un produit qui n'existe que sous forme IV, mais qu'on administre sous forme orale. Euh, Est-ce que voilà, donc ça va peut-être rendre l'application de cette recommandation un petit peu difficile, ces contraintes-là? Est-ce que tu aurais donc des astuces, enfin des petits trucs, hein? Tu as dit qu'il y avait un document là qui pouvait peut-être aider déjà les professionnels sur le terrain pour Oui, voilà, pour ceux qui exactement. Il y a, pour accompagner la mise en application de la RFE, il y a des ordonnances types du coup qui ont été développées, qui sont sur le site de l'ASFAR pour faciliter l'organisation de la mise en place de ce type d'antibioprophylaxie. Malgré tout, comme je vous l'ai montré, et on a un petit peu aussi les discussions pour les patients en réanimation, on a quand même de plus en plus de données qui vont dans le sens d'un intérêt de la décontamination digestive sélective. On voit qu'en réanimation, ça a du mal à s'implémenter alors que les données sont là. Je crois que vraiment sur l'antibioprophylaxie en chirurgie colorectale, quand on voit l'impact sur du coup à la fois les ISO, mais aussi la survenue de sepsis, de choc septique, c'est vraiment important au bénéfice du patient d'essayer de faire le maximum du coup pour implémenter cette approche et de justement essayer de faciliter est-ce que à un moment ou à un autre on arrivera à avoir des molécules qui seront disponibles de façon adaptée en termes de galénique, c'est une autre question. En tout cas pour la Tobra, elle est disponible aussi dans les pharmacies de ville, donc ça c'est pas le problème, c'est plus son utilisation en RAMM. Et ça je crois qu'il faut l'organiser au sein des consultations avec l'ordonnance type et essayer aussi de convaincre les patients, pour ceux qui le pourraient et auraient des problèmes de prise en charge, du bénéfice pour eux en post-opératoire sur une chirurgie comme la chirurgie colorectale. il faut organiser un peu le parcours patient. Et puis, Exactement. moi, en tant qu'IA de bloc opératoire, peut-être rajouter ça aux nombreuses questions qu'on pose aux patients. C'est est-ce que vous avez bien pris votre traitement? Et voilà, Mm. ça peut faire Ouais, partie des choses aussi si tout le monde s'y met dans la tout chaîne. à Ça fait. peut faciliter l'implémentation de cette RFE et en particulier là, pour ce qui concerne la chirurgie colorectale. Une dernière question. Donc, tu nous as dit que c'était sans doute pas la version définitive là, qui était en ligne actuellement de cette RFE. Donc, des changements à venir avec des délais que tu peux estimer ou c'est Alors, les délais, ce sera dans les prochaines semaines, le temps de finir du coup les ajustements avec différentes sociétés savantes sur plusieurs parties de la RFE. Mais dans les semaines à venir, il devrait y avoir une version 1.4 avec ces derniers ajustements. Donc, il y aura une communication par l'ASFAR dès qu'elle sera disponible, Merci beaucoup. avec les changements précisés. Oui. Merci beaucoup, Claire, encore une fois, nous avoir présenté cette RFE volumineuse, voilà, en peu de temps, nous avoir montré vraiment les points importants. Ça n'empêche pas d'aller voir le document, de le consulter au quotidien, de le faire sur les chirurgies qu'on pratique. Donc, ça permet aussi, en plus de cette présentation, de mémoriser les choses et puis de convaincre autour de soi. Euh, et quelque chose que je retiens aussi, c'est que ce que tu disais pendant ta présentation, c'est qu'il y a encore besoin de travaux de recherche dans ce grand champ de la tibioprophylaxie, parce qu'on n'a pas un niveau de preuve suffisant partout. Donc, ça pourrait être, voilà, pour les plus jeunes chercheurs, il y a du travail à faire dans ce champ qu'on pourrait penser déjà bien labouré. Ben non, finalement, il y a encore possibilité de trouver des choses intéressantes. Donc, un message positif pour la recherche. Voilà, donc je vous remercie d'avoir assisté à ce lundi du rare, c'était le 21e. Je vous donne rendez-vous alors très rapidement, parce que là, en fait, ce lundi du rare, c'est un lundi du rare exceptionnel. Il s'est ajouté à notre rythme habituel mensuel. Donc, il y en a un dès le 8 avril prochain.
Ce sera à 18 h, donc un lundi, comme tous les lundis du Rare. Nous recevrons le docteur Arthur Jam, qui est médecin anesthésiste à la PHP à Paris, à la Piquet-Salpêtrière, si je ne me trompe pas. Il va nous parler de statistiques, et puis nous nous interrogerons avec lui savoir s'il y a une vie en dehors du petit p inférieur à 0,05. Alors ça, c'est une question de chercheur, mais je pense que ce sera présenté d'une façon très amusante, même pour les gens qui ne font pas particulièrement de la recherche. Il y aura beaucoup de choses à apprendre avec le docteur Jam. Donc en attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, www.art.bzh, sur les réseaux sociaux également, Twitter, LinkedIn et Instagram. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt.